ce nouveau numéro de Stop Covid-19. Covid-19 et les enfants en situation de la rue, c'est une réelle problématique qui se pose. Pourtant, la solution doit être plutôt durable que conjoncturelle. Covid-19 additionné à la saison sèche, on y est déjà. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les conditions de ces enfants? Parce que elles font partie des vulnérables. Cette catégorie fait partie des vulnérables. Et pour en parler, pour en débattre, une actrice, une volontaire de domaine, Fanny Kamoni, c'est la coordinatrice de l'ONG Évangile Active auprès des personnes vulnérables. Eva Pev, bienvenue à vous, Madame la coordinatrice. Bienvenue, et je te dis encore bienvenue. Merci à toi, Julie, pour l'invitation. Et c'est très intéressant, quoi. Je te remercie et je pense que ma présence apportera quelque chose. Vraiment, on l'espère de tout cœur parce que c'est une source fiable. Mais déjà, avant de commencer l'émission, il fallait insister sur les enfants en situation de la rue, alors que nous, habituellement, on dit enfants de la rue. Eh bien, il faut bien préciser parce que dire enfant des rues, la rue n'a jamais eu d'enfant. Mais nous disons toujours enfants en situation de rue comme personnes vivant en situation d'handicap. Parce que dans la rue, on n'a pas que des enfants qui sont sortis des familles pour la rue, qui ont choisi pour demeurer la rue, qu'on appelle les enfants de la rue, comme les gens ont vulgairement l'habitude de dire. Mais il y a aussi de ces enfants qui ont la rue pour lieu d'activité, lieu de qui cherche. Et au même moment, nous disons que les enfants en situation de rue ou jeunes en situation de rue, parce qu'ils ont grandi, ils n'ont pas de demeure depuis qu'ils étaient jeunes et la rue est devenue comme leur 25e commune. Alors, toutes ces catégories mises ensemble, à moi, biaisent un peu les statistiques. Quelles sont aujourd'hui les réelles statistiques ou les statistiques approximatives de cette catégorie d'enfants? Oui, avec l'aide de l'UNICEF et ses partenaires, réseau des ONG et tout, nous parlons aujourd'hui de 40 000 enfants ou jeunes en situation de rue. Donc, c'est important, il faut en parler. Ouais. Si on a 40 000 jeunes en situation de rue et qu'on a Covid-19, avec quoi il faut vivre, on a aussi la saison sèche, alors que ces enfants sont exposés, sont à la belle étoile. C'est aussi une source des maladies. Et donc, il faut s'atteler sur ce sujet. Maintenant, on a appris qu'il y a des centres d'urgence pour pouvoir prendre en charge cette catégorie d'enfants. Comment ça fonctionne? Oui, Madame Béa, qui est ministre du Genre, elle a inauguré ces deux centres qui ont été financés par les partenaires de l'État. Le centre d'Ndjili, qui est dirigé par Madame Cathy de la direction urbaine des affaires sociales, et aussi le centre de Banda Lungwa, qui est dirigé par Monsieur Pierre aussi du VAS. Donc ces centres ont été faits d'urgence parce qu'on s'est dit c'est l'hébergement provisoire, au moins 3 mois. Si c'est plus, c'est 6 mois pour les enfants pour qui on ne trouvera pas de solution. Mais cela ne suffit pas parce qu'après Covid, que deviendront ces centres? Après Covid, où iront ces enfants qui n'auront pas Ces centres étaient quoi déjà avant d'être transformés pour la circonstance? En fait, l'État congolais a des centres de promotion sociale qui étaient faits pour la formation professionnelle, l'alphabétisation, ils en sont vraiment spécialistes. Mais là, comme ces centres, la plupart sont presque, ne fonctionnent plus. Faute de financement ou de volonté? Je ne sais pas répondre à cela, Julie, parce que je ne gère pas l'État. Mais moi, je pense que notre État peut bien faire de ces centres encore actifs. Parce que ce n'est pas le moyen, c'est plutôt la volonté de dire on veut faire ça et on exécute. Pour l'instant, ces deux centres servent d'abri. Tu sais, les Covid-19, c'est quelque chose qui est tellement... Les gens négligent, ils disent « Ah, mais les enfants, ils ne sont pas très concernés pour le Covid. » Mais ils peuvent être un beau canal. Ils sont un canal potentiel de transmission, surtout ceux de la rue. Les mamans qui vendent, ce sont ces enfants qui les aident à transporter leurs marchandises de dépôt jusqu'au lieu de vente. Et ces enfants, quand ils ne les transportent pas avec des gants, ils les transportent avec leurs mains. Et ces mamans, pour ouvrir, ils n'ont pas le temps de mettre l'alcool, les gels que vous appelez, pour ouvrir le colis. Et ils font pareil. Donc, si cet enfant qui avait été contaminé inconsciemment
ouvrez votre colis ou bien vous ramenez les colis et vous qui êtes adulte, qui ne vous êtes pas protégé, vous touchez ces colis, automatiquement vous êtes aussi... Et vous ramenez vos mains vers la les bouche, clients, le nez. voilà. Donc c'est comme ça que nous craignons en plus, comme tu l'as dit, bientôt c'est la saison sèche. On est déjà dans la saison sèche. Parce que qui vit aussi avec des grippes qui risquent d'être encore assimilées à Covid. Et puis on a vu que ce qui a plus favorisé aussi les Covid à se développer vite en Europe ou en Amérique, c'était aussi l'air climat. Et pourtant, l'air climat, ce n'est pas comme nous, le climat chaud, c'était le climat frais. Pourtant, pendant la saison sèche, nous ne vivons pas vraiment comme eux, mais le froid va résider. Et le froid est aussi le canal de propagation rapide, de développement du Covid. Voilà pour votre théorie, n'est-ce pas? Mais alors, on a présentement 2 centres d'urgence pour tout Kinshasa. Bien entendu, c'est l'œuvre d'un partenaire qui peut-être ne pouvait pas faire mieux. Mais déjà, on a ces 2 centres. Comment ça fonctionne? Tout à l'heure, vous disiez que c'est pour abriter les enfants en situation de la rue. Mais comment ils font pour résister? Comment ils font pour manger? Comment ça s'organise? Oui, dernièrement, la ministre, comme je disais, Béatrice, elle a ramené de vivres frais dans les 2 centres, de vivres alimentaires pour les 2 centres. Mais aussi, comme c'est un projet qui a été bien organisé, les chefs de division des affaires sociales urbaines, M. Franklin, et les partenaires de l'État, ils ont fait un budget qui est en exécution, où on a réhabilité ces centres, on a fait de nouvelles latrines, on a vraiment aménagé, on a acheté des mousses, on a mis même des tentes pour des jeux pour ces enfants. J'ai dit bien centre d'urgence. Parce qu'on s'est dit, ces enfants qui sont en urgence, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé des solutions communautaires pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé, il a à renouer les liens avec la famille. Et comme c'est urgent, c'est trop peu parce qu'au Congo, s'il faut compter des urgences, mais on dirait que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais je me dis toujours que ces gouttes d'eau dans l'océan, une goutte peut appeler une deuxième goutte, une troisième, et on fera une rivière après une rivière, ça gonflera. Mais en tout cas, le souci est que Kinshasa est grand. Avec 2 centres seulement, nous n'arriverons pas... D'abord, ces centres prennent combien d'enfants? 50 enfants par centre, 25 filles, 25 garçons, de moins de 14 ans, parce qu'on suppose qu'ils sont plus vulnérables par rapport à leur situation. C'est ça. Et donc, parallèlement, comment ça s'organise, vous qui êtes sur les terrains? Parce qu'on a peut-être, on va dire, 100 jeunes, 100 enfants qui sont casés dans ce centre. Qu'est-ce qu'on fait des autres enfants? Qu'est-ce que vous faites? Et puis, le centre ne s'occupe pas seulement des enfants en situation de rue. Les centres en question prennent aussi à charge les enfants dont les parents ont été contaminés. Donc, les affaires sociales ont mis en place les psychologues, les assistants sociaux de terrain. Mais nous, Fanny, Charlène... Vous êtes qui dans tout ça? Nous sommes des leaders, des survivants de la rue. Nous avons une certaine expérience. Nous avions eu à vivre là-bas. Nous connaissons ce qui se passe. C'est comme ça que les affaires sociales et le partenaire qui appuie le centre d'urgence ont trouvé que si l'informel que nous sommes, les leaders de la rue, pouvions rejoindre les assistants sociaux qui sont de l'État, ensemble, on pourra faire quelque chose de bon pour réduire ne fût-ce que cette situation de phénomène des enfants en situation de rue. Pourquoi? Je donne un exemple. Les assistants sociaux sont formés pour mener des actions, pour faire la recherche famille, la médiation, la réunification, la réinsertion sociale et tout. Nous identifions les enfants qui sont vraiment en situation de risque, en situation de danger. Nous les amenons dans ces centres d'urgence. Et là, l'État commence son travail. Comment vous faites pour les identifier? C'est vrai que vous en avez peut-être l'expérience pour être passé par là, le langage, les codes, ça peut passer. Mais dites-nous un peu comment ça se passe pour les prendre et les amener, parce que vous les appelez plus vulnérables alors qu'ils sont presque sur le même pied, parce que tout se retrouve déjà dans la rue. Vous savez, la vulnérabilité dépend, maman Julie. Mais là, nous parlons particulièrement d'un cas spécial, des enfants en situation de rue. Un enfant qui est né dans la rue, papa
dans la rue, maman dans la rue. Maman ne connaît même pas ce que c'est dire pardon, ce que c'est dire merci. Est-ce que cet enfant mérite de vivre dans la rue? Non. Je pense que cet enfant est plus vulnérable parce que les parents qui ne peuvent pas l'éduquer, cet enfant qui peut servir à ces pays plus tard, risque d'être koulouna, risque de participer dans des bandes de brigands parce qu'on n'a pas su les prendre. Ouais, le milieu va créer l'organe. C'est comme ça que de tels enfants, on pourrait les prendre, on les place dans les centres d'urgence et on essaie de mener les enquêtes par rapport à ces parents qui sont habitués à vivre dans la rue, leur demander est-ce qu'il n'y a pas un membre de la famille, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous preniez une maison, est-ce qu'il n'y a pas moyen de leur apprendre un micro, comment gérer des activités génératrices des revenus. Donc les centres d'urgence ont tout un plan pour essayer après Covid, si pas que l'enfant rentre dans un milieu qui lui sera sain, mais au moins qui lui donne la protection qu'il faut pendant ces moments de Covid. Et justement, vous êtes en train d'aménager dans ce centre des ateliers des coutures et autres. Ah oui, là nous les faisons maintenant comme activité dans la rue à milieu ouvert. Ok. Nous allons à milieu ouvert. Les jeunes de 14 ans jusqu'au-dessus qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont été à l'école, qui ont abandonné, nous, je dis l'État et ses partenaires, nous en tant que collaborateurs, leaders de la rue, nous identifions les centres de formation professionnelle, hors les centres professionnels sociaux, de promotion sociale, les centres informels, les gens qui ne peuvent pas, quand on les amène à un enfant en situation de rue, ils disent « Ah, mais elle est sale, celle-là, si elle touche à ma machine. » Non, les gens qui comprennent que ces enfants ont besoin aussi d'apprendre. C'est ainsi, nous avons un programme d'alphabétisation dans la rue, nous avons un programme de formation professionnelle dans la rue, nous avons aussi institué les programmes de santé. Parce que ces enfants ont besoin d'être soignés comme tous les autres enfants, nous ciblons un centre par commune. Les projets avaient commencé avec 4 communes seulement. Là, nous avons atteint 8 communes et nous espérons qu'à la longue, toutes les communes de la ville de Kinshasa seront saisies. Et pourquoi pas aller dans les 26 provinces de la RDC? Il faut de la bonne foi, il faut de la compassion pour que les propriétaires de ces centres de santé puissent collaborer avec vous. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez que des cas et des cas à amener là-bas. Oui, et puis, vous savez, j'aime bien dire, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc, quand déjà tu as ces fardeaux de dire « je veux aider », Julie, je t'assure, les voies vont s'ouvrir, quoi. Tu verras, tu vas rejoindre. Et puis souvent, ces docteurs-là que nous allons chercher, ou bien ces centres de santé-là, sont ces centres de santé sans argent, ils soignent déjà les bobos. Ils soignent déjà de maux de tête. Ils donnent déjà aux enfants en situation de rue de vermifuges. Ils soignaient déjà. Alors quand l'occasion d'un appui, d'un petit appui arrive, ça renforce l'unité, ça renforce encore cet amour d'aider volontairement. Aujourd'hui, on peut dire comment vous avez épargné ces centres de santé de cas positifs de Covid-19 parce que jusqu'ici, dans ces milieux, on n'a pas encore détecté un seul cas, à moins qu'on n'ait pas fait les tests. Oui, à Limbach, par exemple, il y a un papa qui était au cinquantenaire. Comme on avait détecté qu'il était atteint, ils sont descendus. L'équipe de riposte sont descendus chez lui. Ils ont trouvé cet enfant, mais ils ont pris que le grand, soi-disant qu'il pouvait être contaminé. Le papa est ressorti, mais les enfants sont restés. Nous disons que c'est bien beau de garder les gens, comme ils disent, ils sont en quarantaine. Ouais. C'est bien beau. Mais j'aimerais que l'État s'appuie surtout sur un rubrique qu'on appelle dans le projet d'urgence appui pour des personnes en situation de Covid. Ça veut dire, cette personne qui est en quarantaine a laissé une femme ou un homme, soit même des enfants seuls. Les 2 centres ne couvriront jamais ces enfants avec tout ce qu'il faut, quoi. C'est comme ça que je lance aussi l'appel en disant que si vous voyez qu'il y a réellement des enfants dont les parents sont victimes, ont été contaminés par Covid, il y a moyen d'aider ces enfants, il y a moyen de les accompagner, il y a moyen d'envoyer un psychologue pour parler avec eux. Vous n'avez qu'à descendre au centre de Bandal, foyer social de Bandal. Vous n'avez qu'à descendre au foyer social de Njili, Sainte-Thérèse. Vous verrez les centres et vous aurez
un psychologue, vous aurez des TPS qui vont vous accompagner pendant cette période. Ah oui, un bon modèle aussi de solidarité. Ici, on n'a pas forcément des vivres ou non-vivres à offrir, mais on peut offrir ses services, on peut offrir sa disponibilité. Tout ça, c'est l'élan de solidarité que nous réclamons. Alors, qu'est-ce que votre expérience de nominé de la première édition de l'édition 100 jeunes pages d'espoir et de la 7e édition du prix Mukendi Mbaye, n'est-ce pas? Alors, respectivement, vous l'avez été dans le domaine du développement communautaire et de l'intervention humanitaire. Qu'est-ce que la conjugaison de ces contextes vous apporte dans cette nouvelle expérience? Je dis que ça m'a redonné la confiance en moi. Parce que Julie, tu sais, des fois, tu fais des choses, tu essaies de bouger des choses là où tu es, et tu te dis peut-être que personne ne me voit. Ah, je fais ça comme ça, personne ne me voit. Ah, mais un beau jour, je rencontre par exemple Julie à un deuil, c'est comme ça que je t'ai connue. Je t'ai vue à la télé, mais pour t'aborder, c'était pendant un deuil. Et je t'ai parlé de moi comme ça, tu me dis, ah, mais les gens ne savent pas que tu fais toutes ces choses. Et voilà. Tu étais un billet pour moi de me faire connaître. Et quand j'ai reçu mon trophée de 100 jeunes pages d'espoir en développement communautaire, ça m'a réjoui. Je me suis dit, c'est que je n'ai encore rien fait pour mon pays, je dois aller plus. Et avec l'ONG, Évangile Actif auprès des personnes vulnérables, nous avons 23 orphelins que nous encadrons, que nous scolarisons. Et c'est comme ça que dans la 7e édition de Trophée Mukendi Mbaye, on nous a donné ces trophées de femmes socio-humanitaires. Et j'inviterai les jeunes filles, les mamans, le papa, si vous avez un cœur, commencez par vous dire, mon pays a besoin de moi. Dans cette période de Covid, on n'a pas besoin d'argent. J'ai eu une de mes sœurs, Mehdi Chimanga, elle est en Belgique, elle me dit, Fanny, je veux faire de masques. Je dis, ah mais oui, elle dit, non mais moi je t'envoie l'argent. Tu fais de masques, tu les distribues aux personnes de 3e âge. Tu trouves ce que tu peux faire alimentaire et tout. Vous voyez, elle n'est pas ministre, elle n'est pas... Moi, je me dis, faire du bien pendant cette période de Covid, c'est aussi informer. Nous sommes passés dans des maisons où quand tu dis à quelqu'un, Covid-19, donc, les gens, tu sens qu'ils ne sont pas encore informés. La télé, ce n'est pas tout le monde qui suit la télé. Il faudrait que les ministères, tous les ministères qui sont chargés, par exemple, comment on appelle les comités riposte, puissent réellement. Et puis tu vois les problèmes. Oui, il est prévu des agents relais, enfin des relais communautaires. T'en fais pas. Ces relais communautaires se plaignent toujours. L'argent est sorti, ils n'ont rien reçu. Mais tu sais, et ça s'arrête aussi leur volonté de faire le travail. Et puis je dis, ce qui fait mal, c'est quoi? Ces relais communautaires voient les histoires, on leur dit ça ce sont des détergents, ça ce sont ceci. Mais quand ils descendent sur le terrain, on leur donne rien que de papier. Où vont toutes ces choses? Chers amis congolais, chers compatriotes, il faudrait que nous nous disions, si nous ne mettons pas la main à la pâte, le Congo ne va pas avancer. Profitons de cette période de confinement, profitons de cette période de Covid-19, de nous conscientiser, dire quelle est ma part dans ces pays, dans le développement de mon pays. Quelle est ma part, ma contribution? Est-ce que c'est les conseils? Est-ce que c'est sensibiliser mes voisins? Est-ce que c'est informer les gens qui ne savent rien sur le Covid? C'est important, Julie. Vous-même, quand on vous voit, on dit, mais elle est dans l'humanitaire. On se dit, mais l'humanitaire, c'est l'affaire des gros sous et parfois des magouilles aussi. Ils ont envie de comprendre, les téléspectateurs, mais que fait Fanny dans la vie? Et quelle est la fourchette? À quelle hauteur elle contribue? Ah, Fanny fabrique de bras zéro au foyer autonome. J'ai été journalière à Jiko Mamou. Et vu qu'on ne payait pas bien, ça, il ne faut pas les cacher. J'ai volé quelques techniciens. Hein. Bon, j'ai conscientisé mes collègues pour dire, voilà, on peut faire le nôtre hein, et puis gagner plus. Et puis c'est comme ça, maintenant là, je gère ma propre entreprise qui n'est pas encore grande, mais je la proclame déjà que c'est une entreprise. Je fabrique des bras zéro, foyer autonome. À part ça, je fabrique des galettes. À part ça, j'enseigne. Je suis alphabétiseur. Je suis spécialiste en alphabétisation informelle. Ah oui, informelle. Vous-même, vous avez appris comment, où? Au fait, quand je suis entrée dans le domaine social en 2004, la structure où je travaillais, ils ont vu que j'avais cette aptitude de communiquer avec les enfants. Ils m'ont amené quelqu'un de l'extérieur, de l'Europe, qui est venu me former.
la personne était habituée à enseigner des enfants en situation d'handicap mental. Et moi aussi, j'ai développé mes techniques. Tu vois, pour enseigner aujourd'hui, un enseignant va prendre la craie et puis le tableau, il commence à écrire. Moi, par exemple, comme je suis tout le temps dans la rue, je peux utiliser des sachets d'eau pure. Je dis à un jeune, ah, ça c'est quoi l'eau pure? Ah, qu'est-ce qui te montre que c'est l'eau pure? Celui qui sait lire va te dire, on a écrit. Ok. Voilà. Et puis, à partir de là, je peux commencer à tirer des leçons. Je donne mon alphabétisation avec des boîtes de lait, je donne mon alphabétisation avec des sachets. Je sais qu'un enfant des rues... Drôle de matériel didactique quand même. Oui, parce que mes cibles sont les enfants en situation des rues. Les enfants de situation des rues, tu ne peux pas leur donner un cahier. Ils dorment dehors, la pluie va tomber dessus. Ils dorment dans les terrasses, ça va se salir vite. Tu vois, mais les sachets n'importe où, comme aujourd'hui les gens jettent n'importe où. Bon, merci parce que ça nous aide. Je sais que c'est contre l'environnement, mais pour nous, ça contribue à l'alphabétisation. Vous pouvez récupérer, recycler. Voilà, et puis moi je me dis, je pensais qu'en confinant Gombe, on allait faire l'assainissement. Parce que Covid dépend aussi de l'environnement. C'est ce qui était prévu, mais au moins quand on passe sur le boulevard du 30 juin et tout, c'est mais les boulevards, c'est pas la vie. On se dit que c'est ceux qui venaient de la cité qui venaient salir, oui, entre guillemets, quand même. Ah, c'est vrai, tu es sûr. Passe encore sur la rivière qui est juste sur Galaxy, si tu ne vas pas trouver de plastique. Ouais, ça vient de très loin, ça voilà. circule. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité, pendant cette période de Covid, d'assainir aussi notre environnement. Normalement, et puis en utilisant même ces jeunes de la rue. Tu vois, pendant cette période, parce que ces jeunes, après Covid, comme ils seront habitués à recycler des sachets de plastique, ça sera un emploi créé après Covid. Donc moi, je me dis, après Covid, on risque d'avoir encore plusieurs enfants en situation de rue. Où sont-ils pour l'instant? Parce qu'on s'est dit, en confinant Gombe, comme il n'y a plus le marché central, ben, que deviendraient ces enfants, que deviendraient ces jeunes? Certains, on peut encore les voir le long de l'avenue Kassavubu, Kitambo et tout. Où sont-ils maintenant? Ils ont créé d'autres foyers? Non, Julie. C'est que les gens ne comprennent pas. La rue, c'est un lit qui n'a pas de début ni de fin. Tu vois? Dans notre maison, on a une chambre bien 4 carrés. On a un salon bien 4 carrés, mais pas dans la rue. Tu me chasses dans la chambre, je casse les murs. Tu me chasses là où je suis partie, je traverse la rivière. Donc, pour dire que les enfants des rues n'ont pas d'adresse fixe. Donc, un enfant en situation de rue a ses collègues partout. Il sait que si Gombe est confiné, je vais arriver à Kitambo, je trouverai un site. Si je quitte Kitambo, j'arriverai sur Bandal. Je verrai des gens. C'est comme ça. Donc ces enfants existent et ils sont toujours dans la rue. À la Cité Verte, à Mongafula. Moi, c'était vraiment mon souci, Julie. Quand je voyais les enfants sur Triangle, on a vu avec vous, mais ça me faisait tellement mal. Je disais, on dit, mais c'est une commune résidentielle des intellectuels. Mais les enfants venaient comme des gouttelettes d'eau. Mais après, Julie, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Mais merci parce que dans ces projets d'urgence, on s'est battu, la commune de Mongafula, et le site a été retenu dans l'urgence. Mais il faut beaucoup de travail. Alors, ceux sur qui on pouvait aussi compter pour faire ce travail, c'est aussi l'Église. Mais l'Église a aussi été la source justement de ce phénomène enfant de rue avec la sorcellerie parfois décriée. Ah, mais c'est déplorable, Julie. Moi, j'ai été dans une église que personne ne croirait qu'on pourrait accuser quelqu'un de sorcellerie. Par respect vraiment pour cette église, je n'aime pas citer les noms. Mais ça m'a prouvé simplement, peu importe l'église, peu importe la dénomination, les pasteurs restent humains. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils partie, c'est oui, ça? Ils ont aussi leurs sentiments. Spirituellement, il n'a rien vu. Oui, il n'a rien vu. Je te donne mon exemple, Julie. J'étais dans une famille où je devais travailler. Mais la maman me devait de l'argent. Subitement, tu arrives à l'église, tout le monde commence à te regarder un peu timidement. Et puis à un moment, on t'appelle, on dit non, mais tu vois, on t'a rêvé. On m'a rêvé, oui. Mais je dis, c'est grave parce que tu te demandes toi-même. Je suis sorcière, consciente, comme on dit toujours, ou inconsciente. Mais en fin de compte, moi, je bénis toujours Dieu.
Je bénis toujours Dieu pour mon père. Au moins ça ne vous a pas découragé. Non, ça ne m'a pas découragé parce que mon père, c'était un psychologue. Ouais. Il m'a dit, t'en fais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Mais moi, je ne te traiterai jamais de sorcière. Tu vois un peu. Vous avez trouvé un réconfort. Mais oui, mais c'était la honte. C'était la honte. C'était... Tu vois, je n'ai pas pu supporter tout ça. Et je suis partout, il fallait aller, quoi. Mais aujourd'hui, je rentre, j'ai les bagages de celle qui a été appelée sorcière. Aujourd'hui, elle peut être primée comme socio-humanitaire. Et si jamais je m'étais enfoncée dans la drogue, si jamais la prostitution était mon quotidien de tous les jours pour toujours, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas la personne qui est devant vous, quoi. Donc, je dirais, Julie, les pasteurs ont ces défis des paliers aux solutions de ces enfants en situation de rue. Nous voyons les pasteurs, ils ont leur église, ils ont leur école qui coûte plus cher. Même les bandits de leur église ne peuvent pas amener leurs enfants là-bas. Nous voyons les pasteurs avec des restaurants, mais vous ne verrez pas un pasteur avec un homme de vieillard. Vous ne verrez pas un pasteur avec un grand orphelinat moderne. Mais c'est triste, c'est honteux. Mais parfois, il y a quelques individus qui disposent de ces infrastructures et peut-être qui ne prient pas. C'est grave, Julie. Et puis, c'est pourquoi la Bible qu'ils lisent tout le jour, moi aussi, je lis cette Bible. Il dit, les enfants de ces siècles sont plus intelligents que vous, mes serviteurs. Un défi à lancer pour ces pasteurs. Faites quelque chose. Prouvez-nous que vous n'êtes pas de ces pasteurs qui savent simplement accuser et ne pas trouver des solutions. Ça, c'est pour les pasteurs, mais il faut aussi dire quelque chose à nos communautés directes. Oui, c'est aussi la culture. Tu vois, la communauté n'est... au début, mon mari ne comprenait pas. Il trouvait que, ah, Fanny, mais il y a toujours des enfants sorciers. Il y a toujours des enfants sorciers. Je dis, mais oui, s'il y a des enfants sorciers, toi qui as vu qu'ils étaient sorciers, trouve une solution. Ce n'est pas de les séparer avec leur famille. C'est mystique, ça devient compliqué. Vous voyez un peu, la sorcellerie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas justifier matériellement. Et pourquoi gâcher la vie de tout un enfant, le dire à ses parents, non, il faut qu'il reste à la permanence, à la prière. Il y a de ces jeunes, mes collègues, mes camarades de rue, avec qui on est sortis, avec qui on évolue, qui ont été violés par les pasteurs pour leur délivrance. Et ça marchait, ça a donné quelque chose. Et la communauté aussi, même s'ils apprennent que leur pasteur a fait ça, ils continuent à venir dans ces églises. Il ne faut pas toucher au ouin, ça c'est spirituel. Non, la Bible aussi dit, l'homme juste juge de tout. C'est la Bible. La Bible, c'est un couteau à double tranchant. Donc, il ne parle pas de choses sans donner des arguments de l'autre côté. Non, la communauté doit se dire, nous devrions protéger ces enfants. Julie, moi, je me rappelle, à l'époque, quand on était tout petit, 7 ans, 8 ans, notre tante qui revenait du village nous disait, au village, il n'y a pas d'orphelin. Je lui ai dit, tantine, mais pourquoi? Parce que l'orphelin, c'était celui qu'on pouvait prendre soin plus qu'un enfant qui avait ses parents. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même dans nos villages, on traite des enfants de sorciers. Hein. C'est peut-être la pauvreté. Ah oui. Et puis le manque de solidarité de plus en plus qui nous caractérise. Et puis la paresse aussi. Ouais, pourquoi pas. Bah maintenant, on revient sur les centres d'urgence. On en a encore pour 2 mois, selon les prévisions. On en a encore pour 4 mois. Ah oui, on en a encore pour 4 mois. Jusqu'en septembre. Heureusement qu'on en aura peut-être fini aussi avec la sèche-saison, même si vous ne prenez pas en charge tous les enfants en situation de rue. D'autres, il faut aller vers eux au quotidien. C'est le travail que vous faites, alors que là, ce n'est pas financé. Le financement, c'est peut-être pour... voilà. Non, non. Nous allons dans le compte du projet d'urgence. Ah, ok. Donc, nous avons nos transports, ceux que vous avez abrités, nous avons nos communications pour la rue. Je vous ai dit, nous sommes dans le milieu ouvert. Ouais. C'est injuste de dire qu'on n'est pas couvert. Non. Okay. On sait communiquer, on sait se déplacer. Ça, c'est déjà bon. Tout à l'heure, tu parlais, mais non, qu'est-ce qu'ils gagnent? Tu vois un peu. Tu sais, Julie, si c'est pour l'argent, on ne les ferait pas. Moi, j'encourage les jeunes leaders. Je leur dis, même si vous trouvez que les transports ou la communication ne suffisent pas, dites-vous que vous les faisiez sans cet argent. Vous voyez, parce que en fait, ça vous a trouvé là, sur les terrains. Voilà. Bah maintenant, quel est l'avenir, Fanny et Kamouni, des enfants en situation de rue?
en République démocratique du Congo? Parce que jusqu'ici, les solutions sont quand même conjoncturelles, factuelles. Alors, nous restons dans l'urgence éternelle, c'est dommage. C'est dommage. Je lancerai encore un défi, moi j'aime bien. Les affaires sociales, le ministère des Affaires sociales, c'est déjà bon d'associer les leaders. Mais c'est aussi prendre les experts congolais qui travaillent dans des organismes internationaux, c'est ça, qui travaillent dans des organismes internationaux, leur demander leur avis et leur contribution par rapport aux solutions qui peuvent être trouvées pour réduire ces phénomènes. Peut-être qu'il faudrait contextualiser. Qu'est-ce qui a dit que ce qui a marché à Hong Kong marcherait à Kinshasa, en RDC? Julie, je dis, je parle de Congolais qui travaillent dans des organismes internationaux. Je ne parle pas des exemples. La comparaison n'est pas raison. Moi, je parle dans quel sens? On a des Congolais quinois. Ah oui, qui ont certaines expériences. Par exemple, la Save the Children. Ça, par exemple, la UNICEF. Ça, par exemple, l'organisme miné notre yebi. Mais tout n'a qu'un autre côté. Donc, le gouvernement ne s'intéresse pas à son avis par rapport à ces phénomènes des enfants en situation de rue. Ce sont ces gens comme ça, là, qu'il faudrait prendre et réfléchir avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je te dis, par exemple, pour les projets d'urgence, c'est un frère congolais qui travaille dans un organisme international qui est en train d'aider les affaires sociales, qui est en train d'accompagner les affaires sociales dans ces projets d'urgence. Parce que l'organisme en question est déjà habitué dans le programme d'urgence. Mais moi, j'insiste, le Congo ne peut pas rester un pays d'urgence en urgence. Asseyons-nous. Je ne sais pas, il y a des congrès, machin. Moi, je n'aime pas des congrès parce que ça va vous demander de l'argent. Demandez volontairement aux acteurs sociaux qui sont sur le terrain de vous rencontrer quelque part, même après Covid, de réfléchir ensemble. Par exemple, madame disait que le gouverneur a donné des hectares aux affaires sociales. Bravo, merci, monsieur le gouverneur. Mais pour en faire quoi? Quand? Comment? Avec qui? Tu vois, le problème est qu'on ne peut pas rester en urgence. Ça, je déplore. Je me dis, et ça sonne, Julie. Il faut qu'on s'assoie. On s'assoit, je ne sais pas quel ministère encore, environnement ou quoi. On s'assoit, on réfléchit, voilà. Pendant plus de 20 ans, on parle des enfants en situation des rues. Quelles sont les actions qui ont été menées? Qu'est-ce qui ont été positifs? Qu'est-ce qui ont été négatifs? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ces problèmes finissent? Parce que Covid, c'est bien beau. Il y a même une maman, une mémé, une personne de 3e âge qui me disait « Ah, Covid est si laté. Pour nga se na vandika boy, M-Pesa, se na vandika boy, tu vois, là pour la vieille dame, elle se dit c'est bien, pour elle, elle a l'argent. Mais pour ces enfants qui sont en situation de rue, ils se disent mais on ne sait même pas aller chercher l'argent. C'est devenu compliqué pour eux. Donc, il faut une solution durable. On espère que votre plaidoyer aboutisse. De toute façon, c'était un processus. Ne vous fatiguez pas. Non. Bon courage. Merci continuez à faire votre travail. Ça aussi, c'est cet élan de solidarité qu'on attend de chacun en ce qui le concerne. Merci encore pour cet éveil de conscience. Merci. Continuez à prendre soin de vous. Vous en aurez Pareillement. toujours Merci besoin. Merci. Alors, madame, on va marquer ici un stop à ce stop Covid du jour consacré justement à la vulnérabilité de cette catégorie d'enfants. Sentez-vous concernés, n'est-ce pas? On se retrouve très très vite sur Biwan. Prenez soin de vous.